Laurent Stamp, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de pédiatrie au Centre hospitalier universitaire de Lille et notamment responsable, coordinateur du projet fédératif hospitalo-universitaire lillois sur les 1000 jours pour la santé, notamment à la tête de travaux de recherche portant sur le développement du fœtus et du jeune enfant, sa croissance intra-utérine, et bien sûr, vous allez nous parler des impacts de l'environnement sur le développement. On est ravis de vous accueillir et on sera ravis de poursuivre la discussion après votre intervention avec les questions des auditeurs et, je ne sais pas comment on dit, spectateurs. Bonjour à tous et merci de permettre de parler de comment construire l'environnement pour la santé future. Je vais passer la première diapositive. Le rapport 1000 jours apporte beaucoup d'informations sur le sujet. C'est un peu une sorte de feuille de route. Et ce que je voudrais vous montrer au cours de cette présentation, c'est que beaucoup est encore à construire derrière pour les professionnels de santé et les professionnels de la petite enfance, même si déjà beaucoup de choses sont faites actuellement. Alors, petit rappel sur les enjeux de ces 1000 jours. Quand on parle de la santé, en réalité, derrière, on parle des maladies non communicables, ces maladies non transmissibles qui représentent la majorité des pathologies actuellement et avec en chef de file les troubles du neurodéveloppement de l'enfant, les maladies allergiques, plus tard l'obésité et le diabète, qui augmentent régulièrement d'année en année, et les maladies cardiovasculaires. Toutes ces maladies sont en augmentation actuellement, et le poids sur le système de santé, le poids sur la qualité de vie individuelle augmente. C'est ça l'enjeu en fait des 1000 jours. On a longtemps considéré que le parcours santé était génétiquement déterminé le jour de la fécondation jusqu'à l'âge de notre mort, avec naturellement un impact de l'environnement. Un environnement défavorable altère cette santé à l'âge adulte. Ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est qu'effectivement, l'environnement précoce a un impact encore plus important sur la santé future, d'où l'idée qu'effectivement, il y a les 1000 premiers jours sont une fenêtre d'opportunité pour améliorer notre environnement précoce et donc la santé future. C'est à cette époque-là, à ce moment-là, qu'on a le plus de chances d'être efficace pour la santé future. Alors les 1000 jours, ça va donc de la fécondation jusqu'à l'âge de 2 ans. On parle bien effectivement de la grossesse et des 2 premières années de la vie. Alors quels sont les facteurs de l'environnement qui sont reconnus comme étant des facteurs importants associés à la santé future? J'en ai cité quelques-uns, mais la liste est beaucoup plus longue que celle-là, vous imaginez bien. Donc il y a les facteurs dont vient de parler Maya, autour de la parentalité, de l'attachement, du développement du langage, qui sont des facteurs majeurs de la santé future, et notamment des compétences sociales. L'activité physique pendant la grossesse, la façon de s'alimenter, le stress toxique, on en dira quelques mots, la façon dont le tube digestif va se coloniser dès la naissance, les addictions ou l'exposition aux toxiques sont autant de facteurs environnementaux qui impactent la santé future. Et je vous disais, donc d'autres facteurs naturellement existent et la liste n'est pas exhaustive. Alors, je cite l'allaitement maternel comme étant le moyen d'illustrer ce nouveau paradigme de la santé qui indique qu'effectivement notre environnement précoce est associé très fort à notre santé future. L'allaitement illustre bien ce nouveau concept puisque c'est une intervention, entre guillemets, pendant cette période des 1000 jours, qui est transitoire, qui dure quelques mois, et dont on sait qu'elle a des impacts plus tard sur la santé, des impacts bénéfiques, notamment
chez les enfants les plus fragiles. Ici, les études de la littérature qui montrent que chez l'enfant prématuré, il a été montré que l'allaitement réduit l'obésité à l'âge adulte, réduit la pression artérielle chez l'adolescent. Les adolescents ont un meilleur profil lipoprotéique et ont un meilleur développement cognitif plus tard dans la vie dans cette population d'enfants fragiles. D'autres études confirme ces résultats à long terme, un impact neurodéveloppemental qui a été démontré, là encore, chez l'enfant prématuré. Et puis, plus tard dans la vie, à 20 ans, on voit encore que les scores en arithmétique sont plus élevés chez les enfants qui ont été allaités. Est-ce qu'au-delà de 20 ans, on voit encore un bénéfice de l'allaitement maternel? Et la réponse est oui. Dans cette étude que je vous montre là, on voit qu'à 67 ans, on observe encore des meilleurs scores cognitifs et que ces scores sont dose dépendants, c'est-à-dire durée dépendant de l'allaitement maternel. Alors il ne suffit pas, je pense que ces données concernant l'allaitement maternel sont bien connues, les bénéfices pour la santé immédiate et la santé future de l'enfant sont bien connus. Il ne suffit pas de le dire, de le savoir, pour faire évoluer l'allaitement. Il est nécessaire en fait que les parents aient en face d'eux des équipes bien formées, qui ont un discours cohérent sur la durée. La durée, ça veut dire dès la période anténatale, à la naissance, à la maternité, puis après la sortie d'hospitalisation. Donc il faut des fonctionnements en réseau. Il faut un socle de compétences, il faut un engagement collectif, il faut une formation globale des équipes et d'où la nécessité d'avoir des programmes de formation des équipes. Et il y en a un qui est soutenu par l'OMS et Santé publique France, qui est l'hôpital Ami des bébés, qui est un programme de formation qui est efficace, dont on sait qu'il vise à promouvoir l'allaitement maternel, naturellement, mais il y a aussi cette culture de la bienveillance et de l'accueil des familles qui vise aussi à favoriser le bien-être et renforcer les interactions précoces, tous des facteurs qui ont un potentiel de préserver le capital santé plus tard. Alors c'est intéressant parce qu'il y a peu d'études interventionnelles en santé publique qui ont pu montrer le bénéfice d'intervention de santé publique. Et en l'occurrence, en ce qui concerne ce programme d'intervention de type IHAB, il a été validé, puisque dans tout un pays, les maternités ont été tirées au sort, participant ou pas à un équivalent de programme IHAB. Et l'impact en santé chez l'enfant a été évalué. Ici, dans cette étude, c'est à l'âge de 3 ans. Et on a pu montrer que la mise en place d'un programme de promotion de l'allaitement maternel de type IHAB réduisait le risque allergique de façon avec des preuves qui sont solides. Voilà, donc construire un environnement favorable à la santé, c'est préserver donc l'environnement périnatal pour protéger la santé future. Et je voudrais en fait axer ma présentation sur 3 axes. Promouvoir un mode de vie sain, soutenir la parentalité et réduire l'exposition aux toxiques. Alors je ne vais pas pouvoir être exhaustif sur la durée de cette présentation. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer l'importance en fait de mettre en place des programmes qui sont efficaces au-delà du bénéfice en santé. L'activité physique pendant la grossesse, il est bien connu de tous que l'activité physique a des bénéfices maternels avec une réduction de la prise de poids, il y a moins de diabète gestationnel, il y a moins de macrosomie à la naissance du bébé, il y a moins de prééclampsie, il y a moins de dépression du postpartum. Donc les bénéfices maternels sont bien établis. On sait maintenant qu'il y a des bénéfices aussi pour la santé de l'enfant qui ont pu être mesurés soit dans des études interventionnelles, donc les groupes de futures mamans ont été tirés au sort pour participer à des programmes d'activité physique ou pas,
et on a pu mesurer le développement comportementaux des enfants, notamment par le score de Brazelton. Et dans cette étude qui commence à dater maintenant, on voit que dès l'âge de 5 jours, on observe des bénéfices en termes de développement de scores comportementaux chez les enfants dont les mères étaient pratiquées de l'exercice pendant la grossesse. Et d'autres études, celles-là observationnelles, donc peut-être moins solides scientifiquement, mais il y en a beaucoup maintenant qui vont tous dans le même sens, montrent que l'activité physique pendant la grossesse améliore le développement du langage et favorise les comportements sociaux plus tard dans la vie. Alors, on pourrait se dire que c'est des études observationnelles, c'est pas très solide scientifiquement, il y a des biais potentiels. Les mamans qui font de l'activité physique ne sont pas les mêmes que celles qui ne font pas d'activité physique. Donc beaucoup de biais, mais expérimentalement, chez l'animal, les chercheurs ont pu montrer que de faire de l'activité physique pendant la grossesse favorisait le développement de certaines parties du cerveau, notamment le système limbique et l'hippocampe. Et ils ont pu comprendre les mécanismes. Le placenta de mère active sécrète des protéines neuroprotectrices qui favorisent le développement de certaines parties du cerveau. Actuellement, les bénéfices sont bien montrés. Donc à 5 ans, les enfants de mère active pendant la grossesse ont un meilleur développement du langage et du comportement social. Et à 15 ans, on observe aussi des bénéfices pour l'enfant avec moins d'obésité et de surpoids. Donc ça, ce sont les faits, la réalité scientifique. Comment maintenant décliner ça en termes de programme? Une des solutions, c'est dès la grossesse, de pouvoir, dans le cadre d'ateliers spécifiques dans les maternités, mettre en place des ateliers activité physique, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire toutes sortes d'activités physiques. Il faut qu'elles suivent les recommandations que vous voyez sur le diaporama. Et il faut un minimum d'informations sur le sujet pour le faire en sécurité. Et donc l'idée, ça peut être dans les maternités. Je sais qu'un certain nombre de maternités commencent à le faire en France, développer effectivement ces programmes d'activité physique dès la période de la grossesse, pour notamment rassurer les mamans en termes de sécurité. L'alimentation, vaste programme. Hein, je vous montre ici un flyer qui a été fait par l'association Vivos en Forme, qui a rédigé un certain nombre de recommandations sur l'alimentation qui visent à favoriser le développement de l'enfant. Je voudrais simplement prendre l'exemple des acides gras de type à chaîne longue, de type oméga 3, et des apports d'iode qui sont importants pour le développement de l'enfant et qui fait qu'actuellement, il est recommandé, compte tenu de ces connaissances scientifiques, de consommer du poisson 2 fois par semaine pendant la période de la grossesse et pendant la période de lactation, dont au moins 1 fois par semaine du poisson gras, dont vous voyez ici la liste, pendant la grossesse et pendant la période de lactation. Et on sait que effectivement, mais là c'est une seule étude, il y en a bien d'autres qui vont dans le même sens, la consommation de poissons augmente les concentrations en acides gras de type oméga 3 et favorise le bon développement psychomoteur de l'enfant qu'on observe encore à l'âge de 6 ans par rapport à une population qui consomme moins de produits de la mer. Effectivement, les oméga 3, on les trouve dans les produits de la mer, essentiellement, de même que l'iode. À côté de l'alimentation, donc j'ai passé un peu vite, mais d'autres recommandations existent que vous connaissez naturellement, qui sont de favoriser, dont parlait Maya juste avant, favoriser les interactions précoces. Et ça démarre effectivement dès la maternité. Et je crois qu'actuellement, la grande majorité des maternités en France sont convaincues du bien fondé effectivement de promouvoir dès la naissance de l'enfant les interactions précoces, notamment par la mise en place de pot à pot
dès la salle de naissance. Et puis d'autres actions que vous voyez sur le diaporama. C'est bien intégré, c'est en cours de développement. Je pense qu'on peut continuer d'aller plus loin. Notamment, il est possible de le mettre en place même dans les situations de césarienne. Ça nécessite une bonne coordination avec l'obstétricien, avec la sage-femme, avec l'anesthésiste. Ça nécessite d'être préparé. Et ici, un exemple qui est fait au CHU de Lille. Vous voyez, le bébé vient de naître par césarienne et en cours du geste opératoire pour les mamans qui ne sont pas... donc pour les mamans qui sont conscientes, donc les césariennes sous péridurale, le bébé est d'emblée mis en peau à peau. Donc on peut pousser assez loin le soutien aux interactions précoces dans les maternités, et il y a un mouvement général en France qui favorise ces liens. Alors un point complexe qui est la réduction de l'exposition aux toxiques de l'environnement. Il n'y a pas de doute non plus, sur les données scientifiques le prouvent. La consommation d'alcool, la consommation de tabac expose à des risques, notamment neurodéveloppementaux pour l'enfant plus tard. L'exposition aux perturbateurs endocriniens, qui sont toutes ces substances qui interfèrent avec le système hormonal, joue un rôle important aussi. On est exposé au quotidien, dans notre environnement, de ces produits toxiques, ne serait-ce que par la pollution, par les pesticides, par l'alimentation, par les peintures, les vêtements, à ces produits qui contiennent effectivement des perturbateurs endocriniens comme certains phtalates et aussi comme les pipettes qu'on met dans le cou du chat ou du chien, qui contiennent des perturbateurs endocriniens qui sont très rémanents puisqu'ils vont rester dans les poils de la bête pendant plusieurs mois et exposer la famille à ces perturbateurs endocriniens. On retrouve des pesticides dans le méconium des bébés nouveau-nés. Donc il y a bien un passage transplacentaire de ces pesticides. Donc l'exposition existe et des études solides maintenant indiquent une association entre l'exposition précoce, donc périnatale, aux perturbateurs endocriniens et les troubles du neurodéveloppement que j'ai cités ici, déficit de l'attention, des troubles des apprentissages, des troubles du comportement, dépression et anxiété, qui sont associés à cette exposition aux perturbateurs endocriniens. Alors, on peut faire des recommandations, on doit faire des recommandations pour limiter cette exposition. On ne peut pas être parfait, hein. Vous imaginez bien que dans ce domaine, l'excès est aussi probablement délétère. Donc il faut faire des recommandations qui soient raisonnables. Et l'association Femmes, Enfants, Environnement, Santé a développé un programme très efficace pour informer les professionnels de santé, informer les futurs parents de petits moyens qui permettent de réduire de façon significative l'exposition à ces facteurs de risque. Ici, j'en ai cité quelques-uns sur l'exposition aux polluants de l'alimentation, qui paraît un peu évident, mais c'est des choses qu'il faut pouvoir rappeler. Tout le monde n'est pas forcément au courant, notamment cuisiner à feu doux, et essayer de limiter les fritures notamment, qui produisent certains composants qui sont aussi des perturbateurs endocriniens qu'on fabrique lors de la cuisson trop brutale. Les polluants, on peut en trouver aussi dans la chambre du bébé, donc des recommandations qu'on peut faire aussi auprès des familles pour limiter ce risque, bien aérer la chambre du bébé, éviter les insecticides, éviter les parfums d'intérieur, des choses relativement simples qui ne sont pas contraignantes. On peut pouvoir rappeler, et de même pour l'exposition aux cosmétiques, dont certains contiennent aussi des perturbateurs endocriniens, dont le parabène. Là aussi, on peut faire des recommandations, donner des conseils qui ne soient pas trop contraignants,
qui ne soit pas excessif sur le sujet. Alors, je vous disais que c'était complexe ce sujet-là, parce que on peut facilement tomber dans l'excès. Et je vous montre cette diapo donc, qui rappelle les recommandations du programme national nutrition santé. Donc, on consomme 2 fois par semaine du poisson, mais les poissons, et c'est une réalité de terrain, contiennent des métaux lourds, peuvent contenir des métaux lourds, peuvent contenir des perturbateurs endocriniens comme les retardateurs de flamme. On le sait. Peut-on encore manger du poisson ? La réponse est oui. La réponse est oui. Les recommandations sont celles du PNES, c'est celles-là qu'il faut respecter, il faut être solide là-dessus. Les études qui montrent le bénéfice en santé de la consommation du poisson ont été faites avec tous les poissons possibles, donc des poissons potentiellement contaminés. Et donc, c'est là où, effectivement, je pointe un risque important dans le cadre de la mise en œuvre des programmes 1000 jours, c'est qu'il faut un socle de formation qui soit solide auprès des professionnels pour qu'il y ait un discours qui soit cohérent. Et sur ce type d'indications, de recommandations, il peut y avoir des discours discordants et les parents, à ce moment-là, ne savent plus quoi faire. D'autant que Rebecca Shankland, qui faisait partie de la commission 1000 jours, a rappelé le risque de l'épuisement parental, alors qui est multifactoriel. Hein, il y a des facteurs personnels dans l'épuisement parental, mais on peut aussi incriminer. En tout cas, pour l'instant, ça reste à l'état d'hypothèse, mais il y a des arguments pour le penser. L'excès d'informations 1000 jours peut aussi y contribuer. Les injonctions paradoxales, et là, effectivement, ça serait par exemple des discours discordants entre professionnels de santé, les recommandations qui ne sont pas suffisamment priorisées, des recommandations... toutes ne se valent pas, n'ont pas le même niveau de risque ou de priorité. Et probablement que c'est un effort qu'il faut qu'on fasse dans le cadre du parcours 1000 jours. La pression sociale, l'influence des médias, la pression des professionnels. On parle et on insiste beaucoup sur la parentalité de proximité, sur l'empathie, l'écoute, la disponibilité, 24 heures sur 24. Le rôle protecteur de l'allaitement, et je le défendais au départ, mais ça contraint malgré tout. L'effet néfaste des perturbateurs endocriniens. Les parents peuvent être surmenés, épuisés par les nuits trop courtes. Tous ces facteurs de risque peuvent conduire à l'épuisement parental. Cette étude est intéressante parce qu'elle montre que le niveau d'anxiété des parents qui a pu être mesuré dépend du niveau de connaissance sur les perturbateurs endocriniens. Donc c'est vraiment intéressant. Au plus on connaît de choses sur les perturbateurs endocriniens, au plus on est stressé et anxieux. Donc il faut avoir en tête, en fait, quand on passe les messages autour des toxiques de l'environnement, il faut être très prudent, non culpabilisant et mettre en place des programmes qui soient faisables et pas excessivement contraignants. L'excès est sûrement nuisible. Les conséquences de cet épuisement parental, ça peut être des difficultés dans le couple, c'est moins de patience, des parents insatisfaits, un épuisement physique et émotionnel, parfois un sentiment d'incompétence. Donc vous voyez effectivement l'impact que peut avoir cette pression qu'on fait peser sur les parents dans le cadre d'un parcours 1000 jours qui serait trop contraignant. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête lorsqu'on met en place des programmes de prévention précoce. Alors, je vais terminer rapidement par 2 derniers exemples de prévention précoce, qui est la prévention du bébé secoué, qui peut être faite sous cette forme-là de message. Il ne faut jamais secouer un bébé.
Ces messages ont été passés très largement, que ce soit chez nous ou dans d'autres pays, aux États-Unis. Ils ne sont pas efficaces. Ces programmes-là ne sont pas efficaces. L'information seule ne suffit pas à réduire le syndrome de bébé secoué. Pour la bonne raison qu'en fait, ça énerve, un bébé qui pleure. C'est un signal ambigu qui est fait pour soutenir effectivement la proximité, mais parfois il est mal interprété et induit du stress. On essaye de tout faire pour réduire les pleurs. On n'y arrive pas toujours. Ça peut conduire à un sentiment d'incompétence, de frustration et parfois pire, aux pertes de contrôle et la colère. Et c'est dans ce contexte-là que peut survenir cet accident. 3% des parents disent avoir secoué au moins une fois leur bébé pour stopper les pleurs avant 6 mois. Et il est probable que ces chiffres soient sous-estimés. Dans une étude qui a été faite au Japon, c'est pas en France mais au Japon, ça peut atteindre le chiffre de 6%. Donc c'est une réalité de santé qu'il faut avoir en tête. Et là encore, le rapport 1000 jours indique qu'il est important d'informer sur la signification des pleurs. Vous voyez que tous les bébés pleurent et que les bébés, après la naissance, pleurent de plus en plus jusqu'à l'âge de 6-8 semaines et peuvent pleurer 1 à 2 heures par jour. C'est le comportement normal de tous les bébés partout sur la Terre et puis tous les bébés mammifères, c'est pas seulement chez l'humain, et probablement que ça nous vient d'un gène ancestral qui était indispensable à la survie des espèces et qui a continué d'être transmis. Cette information donc est importante à transmettre aux parents. Et les circonstances en fait de la survenue d'un bébé secoué font proposer des programmes de prévention précoce comme celui-ci qu'on a pu mettre en place à la Jeanne de Flandre, qui a été développé par les Canadiens, qui propose un plan d'action. Que ferez-vous si vous n'en pouvez plus de l'entendre pleurer ? Et on recommande, avant la sortie de maternité, de faire 3 propositions au père et à la mère, de réfléchir à 3 propositions d'action qui peuvent être: j'appelle la voisine pour m'occuper du bébé, j'appelle ma mère, je l'installe dans son lit et je vais faire un jogging. Tout est possible, mais il faut qu'il y ait des propositions qui soient anticipées. Et ce type de programme, parce que lui, effectivement, son plan, c'est de commencer à pleurer et à crier à 3 heures du matin, pour aucune raison. Et ce type de programme est efficace. En tout cas, ça l'a été démontré au Canada. Je termine sur le stress toxique, celui qui est chronique, prolongé, répété. C'est pas j'ai eu peur, j'ai vu une souris, j'ai vu une araignée. Ce stress prénatal toxique ou périnatal est associé à ces pathologies non communicables dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça survient dans les niveaux d'adversité qui sont élevés. Donc vous voyez ici une liste exhaustive que vous connaissez. Les professionnels de la prévention, de la protection, de la PMI, les travailleurs sociaux sont en première ligne pour prendre en charge et soutenir les familles dans ces situations-là. Je voulais juste dire qu'il y a aussi un programme en France qui est national maintenant, qui concerne les familles défavorisées, qui propose un programme nutritionnel pour tous les enfants dont les parents sont en situation de vulnérabilité, qui à la fois conseille, accompagne, favorise l'accès aux produits de meilleure qualité nutritionnelle. C'est un programme qui est en cours d'évaluation scientifique et qui est important dans cette population. Alors construire un environnement favorable à la santé, on a de la chance parce qu'effectivement les décideurs ont orienté la prévention pendant cette période des 1000 jours. Il y avait une vraie demande parentale. Les professionnels sont prêts, sont très mobilisés partout, sont prêts effectivement à participer à cet accompagnement 1000 jours, en partenariat avec l'ensemble des professionnels de la prévention, de la protection et de la santé. Je crois que tout le monde est prêt pour agir pour bébé.
Je termine juste par cette diapo pour insister sur l'importance d'investir pour l'avenir, c'est-à-dire investir dans la recherche et la formation dans le domaine. Il faut améliorer les connaissances sur les 1000 jours. Il faut promouvoir la recherche interventionnelle en santé publique pour évaluer les pratiques. C'est comment préparer ce parcours 1000 jours pour qu'elle soit la plus efficace possible en termes de santé. Et vous voyez que quand on parle de santé, c'est la santé plus tard. Donc c'est des études qui sont compliquées à mener. Il y a besoin de financement pour pouvoir le faire. Et naturellement, il y a toujours le problème important de la formation des professionnels sur ces 1000 jours. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Laurent. Beaucoup de questions. Je m'excuse d'emblée, on ne peut pas toutes les prendre, mais elles seront envoyées aux orateurs. On trouvera un moyen, en tout cas, pour que, à un moment donné, évidemment, elles puissent être prises en compte. Tu as beaucoup insisté sur plusieurs choses, et merci pour ce panorama de l'environnement qui touche, on voit, énormément de déterminants. Et du coup, la question de la vulnérabilité de certaines femmes. Tu as parlé de l'allaitement, on sait qu'il y a des femmes qui ont soit une difficulté à initier l'allaitement, soit, comme ça a été évoqué dans certaines questions, la question du temps, et notamment la question des congés. Donc qu'est-ce qu'on peut recommander quand même à ces femmes-là? Et aussi, j'en profite pour tout de suite envoyer sur le deuxième question qui est revenue très souvent sur la cohérence, c'est finalement comment accompagner les professionnels à avoir un discours cohérent, comme tu l'as dit, tout le long de cet accompagnement. Je pense qu'effectivement, l'enjeu, il est là. On le voit pour l'allaitement maternel. Les parents l'expriment. Lors de la réunion de lancement à l'Élysée du programme 1000 jours, des parents étaient présents et ont tous insisté sur les difficultés de l'allaitement en lien avec des discordances dans les discours. Chacun a son avis. Les parents ont besoin de cohérence. C'est tout l'intérêt d'avoir des programmes qui soient validés, solides, qui soutiennent l'allaitement. Et en ce qui concerne l'allaitement, de nouveau, j'insiste sur l'importance de l'IHAB, qui est un programme qui permet de soutenir de façon efficace, scientifiquement démontré, l'allaitement maternel, même dans les situations compliquées. C'est-à-dire que dans les situations que tu décrivais, effectivement, c'est plus des problèmes liés à l'initiation et à l'information que des problèmes, je pense, de temps ou de disponibilité à la mise en route de l'allaitement. Alors, une autre question sur la question des toxiques. Il y a des femmes qui, effectivement, ont des dépendances, comme l'alcool, le tabac, les drogues. Là encore, certains professionnels peuvent être en difficulté pour trouver cette balance. Et moi, j'ai bien aimé, dans toute la présentation, on sent la notion de bénéfice-risque à chaque fois, finalement, et comment trouver le bon équilibre pour accompagner les femmes, quelle que soit leur situation personnel finalement vis-à-vis de ces toxiques. Et il y a une autre question, mais tu l'as un petit peu abordée dans la présentation, c'est certes 2 fois par semaine du poisson, mais tu y as répondu effectivement, et notamment dans certaines zones du monde, et je pense à la Guyane pour ce qui concerne la France, avec des poissons chargés en métaux lourds. Oui, alors effectivement... métaux lourds ou chlordécone, effectivement, dans certaines situations, les choses sont compliquées, mais il y a sûrement moyen de se procurer du poisson non contaminé, pas forcément local, en l'occurrence pour la Guadeloupe. Alors, quand on parle de poissons, on parle en fait en réalité de produits de la mer, c'est-à-dire que les produits de la mer contiennent des oméga 3, d'autres, des huiles végétales aussi contiennent des oméga 3. Donc il y a moyen en fait d'avoir des apports supplémentaires en oméga 3 par d'autres moyens potentiels.
Alors, il y a des questions, et peut-être ce sera la dernière. On est entouré de technologies pendant toute la grossesse. Il y a beaucoup, on le voit, de questions encore, de recherche sur l'impact de ces, à la fois, nouvelles technologies. On a parlé beaucoup de la détoxique et des perturbateurs endocriniens. Il y a aussi les technologies utilisées. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a, notamment aux professionnels, peut-être un message qui accompagne les parents et qui sont certainement souvent assaillis de questions, d'inquiétudes, comme tu l'as dit, puisque c'est très culturel, en fait, d'avoir aussi aujourd'hui beaucoup de questions et de besoins d'information. Est-ce que tu fais référence aux ondes? Oui. Oui. J'ai vraiment insisté tout au long du topo sur l'importance de prioriser, en fait, les facteurs bénéfiques, les facteurs de risque. Et s'il fallait positionner en fait les problèmes liés aux ondes, c'est vraiment très 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 loin parce que le niveau de preuve scientifique sur le sujet est particulièrement limité, voire proche de zéro. Donc il y a bien d'autres problèmes, bien d'autres priorités avant de se préoccuper des problèmes liés aux ondes électromagnétiques en état actuel des connaissances. Merci beaucoup Laurent. C'était avec encore un grand plaisir de pouvoir bénéficier de toute ton expertise et à très bientôt pour la suite des travaux. Merci.